fil des siècles, l'essor de l'homme noir est resté néfaste et nébuleux. Maintenu en bas de l'échelle de l'espèce humaine, rebut de l'humanité, il a subi le pire esclavage qui soit. La traite négrière ou le commerce triangulaire, on le dira toujours peut-être pas assez, a déporté entre 10 et 20 millions d'esclaves, dont 12% en destination des Amériques, et fait des centaines de milliers de morts, parmi lesquels des cadavres jetés par-dessus bord, à bâbord ou à tribord des négriers. La cruauté au cours de ces 10 derniers siècles avait atteint son paroxysme. L'homme avait réduit son propre semblable à un sous-produit transformé vite en ressources achetées par des maîtres d'esclaves en destination des Amériques, du Portugal, de la France, la Hollande, la Grande-Bretagne, la Guadeloupe, la Guyane, les Antilles, la Martinique, pour être exploités comme des bœufs de charrue ou de peuls agricoles travaillant dans des plantations de canne à sucre, de coton, de café et de tabac. Les hommes, les femmes, mais aussi les enfants étaient vendus tous comme esclaves entre 15e et 19e siècle à travers des comptoirs tels que la Sénégambie à Zanzibar, la Côte de l'Or, le golfe de Biafra, le golfe du Bénin, Mombasa, l'ouest de l'Afrique centrale, au Congo et en Angola. Les navires avaient une forme particulière. Elles étaient conçues de manière à éliminer toute capacité physique et mentale des esclaves à fournir des efforts ou à prendre toute initiative d'évasion. Entassés dans des caravelles et des navires marchands, comme des troupeaux de bétail en surpeuplement, ils mouraient des fois par milliers, par asphyxie ou par étouffement. Les chaînes au cou, aux poignets et aux chevilles, ils s'écroulaient sous le poids d'amertume et du désespoir. Les secousses marines provoquant des vomissements dégradant davantage leurs conditions hygiéniques, ils devenaient vecteurs des épidémies et certaines maladies contagieuses. Leur voyage, qui durait entre 3 et 6 mois, était inhumain et atroce. Associé à cela, les climats et les conditions météorologiques de la mer très sévères. Tout n'était qu'infernal. Enchaînés 2 à 2 et rangés entre les ponts, les esclaves voyageaient en position couchée, exposés à toutes sortes d'intempéries. Ils n'étaient presque pas nourris ni désaltérés. Une mesure d'une canette d'eau par jour suffisait et à force d'être nourris insuffisamment, ils mouraient constamment de faim, de malnutrition, d'hypoglycémie, de grelottement et de frissons ainsi que d'étouffement. La pourriture de leurs plaies déchaîne les moisissures formées par la chaleur qui se dégageait de l'environnement malsain des ponts, des cachots, roulades maritimes où ils étaient très souvent s'est transformé en épidémie qui tuait des centaines d'esclaves avec un taux de mortalité de 20% sur l'ensemble des personnes à bord des négriers, blancs ou esclaves. Jusqu'alors, rien ne pouvait démontrer que les Noirs étaient des espèces immondes, reculées, vivant dans un état de la nature pour justifier leur captivité. Car, avant l'arrivée de l'homme blanc, les sociétés des Noirs étaient bien structurées et bien organisées. Il y avait des empires, des royaumes, des monarques, des gouverneurs, des fonctionnaires, des militaires, des prêtres et sacrificateurs, des agriculteurs, des musiciens, des artisans, des marchands, des orfèvres, voire des forgerons. Ils étaient des pères, des mères, des enfants, des maris, des épouses. Ils connaissaient leurs origines et la valeur de leur patrimoine. Mais soudain, à cause de l'esclavage, la traite qui dura plus de 400 ans, leurs sociétés connurent des ruptures brutales. Toute cohésion était brisée, des structures sociales fissurées, des structures politiques anéanties, des espaces vitaux totalement épuisés. L'Afrique s'est vidée de sa population.
Il fallait alors attendre des siècles plus tard, pour voir les rapports entre le maître esclavagiste et l'esclave commencer à se renverser. Pour cause, une guerre, la guerre des sécessions. Le 12 avril 1861, la guerre des sécessions entre abolitionnistes et sécessionnistes va éclater. Au cœur du conflit, l'abolition de l'esclavage en Amérique. La guerre dure alors 4 longues années et se solde par la victoire des États de l'Union. Pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, on voit alors des personnes de couleur, des Noirs, combattre dans l'armée fédérale à côté des Blancs. Les États de l'Union finiront par remporter la guerre contre les États confédérés en 1865. Tout de suite, après la défaite des confédérés, la déclaration d'émancipation du 1er janvier 1863 est proclamée en ces termes. En vertu de ces textes qui déclarent que toutes les personnes détenues comme esclaves dans les zones rebelles sont et doivent dorénavant être libres. Avec cette déclaration, plus de 200 000 hommes noirs vont désormais pouvoir servir aux côtés des fédéraux. L'esclavage est alors officiellement aboli dans toute l'étendue du territoire américain. Nous sommes en 1865. Désormais, les années de dur labeur et d'atroces souffrances sont reléguées dans le passé. Une page d'histoire est tournée, une page sombre, d'une histoire contée avec moins d'éloquence et de fierté. Car l'esclavage des Africains reste l'unique et la pire des réalités sur lesquelles les bourreaux ne souhaitent jamais en attendre les vérités. Mais bien plus encore, les Noirs ou les Africains eux-mêmes ne savent-ils en rapporter les faits avec aussi bien des données exactes sur des vérités irréversibles et inouïes. Car les Africains même ignorent des causes profondes qui provoquèrent leur esclavage. Pourtant, depuis l'abolition de l'esclavage, les efforts sont fournis pour que dans la mémoire collective, on retienne ce qu'on peut qualifier comme cause ayant amené les Africains à la captivité. Plusieurs autres théories sont alors étalées et avancées pour justifier et expliquer la traite négrière et les bouleversements qu'elle a pu provoquer entre le peuple et les États. Cependant, les Noirs ne pouvaient ni comprendre, ni expliquer non plus les réelles causes de la suprématie d'un peuple conquérant et oppresseur qui les rendait captifs et les assujettissait en esclavage, comme nous l'avions dit, à l'exception d'un seul. Un seul peuple, à ce moment-là, pouvait comprendre ce qui leur arrivait. Un peuple éclairé, malgré que réduit en esclavage lui-même. Ce peuple, témoin du déroulement des événements, vivant caché avant les faits pendant des millénaires, mais dont le royaume fut constitué au IXe siècle. Ce peuple, au cours de millénaires, a professé la foi en un Dieu unique. Leur Dieu était toute leur puissance, la source de leur inspiration, de leur sagesse et de leur savoir. Cette divinité, leur Dieu, jalouse des natures, n'admettait pas des divinités rivales de Minteke, des dieux en statuette en sa présence, et avait en horreur des divinités des étrangers. Son peuple avait donc conservé au cours des millénaires l'unique culte lui réservé, un culte monothéique rendu à celui-là qui trône au-dessus de tout. Recherché depuis le XIIe siècle par les Occidentaux, ce sont des Black Jews ou des Black Hebrews, les Juifs ou les Hébreux noirs, comme Rudolph Windsor le désigne dans son livre « From Babylon to Timbuktu ». Ce peuple élu avait donc été prévenu par leur Dieu, les dieux de leurs ancêtres, des choses qui allaient subvenir. Leur Dieu, le Maître suprême, leur dit de se méfier de l'homme blanc, car son dessein fut de lui ravir sa spiritualité et lui arracher ses objets sacrés. Il les avait prévenus qu'à défaut d'observer ces instructions, il les livrerait à un esclavage de 4 à 30 ans, comme le furent leurs ancêtres à Tasseti ou à Mbanzambomamvumbi, l'Égypte. Ce peuple, aussi désigné par certains érudits comme les Bantous hébreux de l'Afrique centrale, manqua à leur devoir et tourna le dos à leur Dieu et leur roi, le souverain incontesté et le maître de l'univers, Nzambiampungu Kwatolendo. Les Portugais furent le premier à rencontrer ce peuple en 1482 lorsque Diego Cao atteignit l'embouchure et découvrit leur royaume. Il était alors connu sous le nom du royaume Congo que Nimialukeni Ntotela fonda au IXe siècle.
Ce vaste royaume qui englobait alors les actuels territoires de la République démocratique du Congo, la République du Congo, de l'Angola et une partie du Gabon, est connu par nos contemporains aujourd'hui par Congo Diantotela, en référence à Totela, leur premier monarque. Une fois entré dans la capitale, le royaume attira l'attention des explorateurs portugais, du fait de sa superficie, de son organisation politique, économique et administrative. La beauté de ses architectures, son art, sa culture et sa science suscitent l'admiration de ses hôtes. L'hospitalité légendaire et l'accueil effervescent de son peuple les illuminent. Ses valeurs morales et spirituelles vont continuer à les confondre. Mais par-dessus tout, les vestiges culturels de leur site sacré vont choquer Diego Cao et sa délégation et les rabaisser. On part à ces moments de surprise en surprise jusqu'à ce que l'impensable se produise. Au cours des visites guidées offertes par le roi Ndingankouvou, les Portugais finirent par découvrir là, devant eux, mais à l'intérieur de Kulumbimbi, l'unique sanctuaire du royaume, les objets sacrés du peuple. Ce que Diego Cao voit, les objets sacrés, le frappe de regard, remet sa foi en question et l'humilie au même moment. Diego Cao le sait, ces objets sacrés sont d'une valeur inestimable. Personne ne les avait jamais trouvés avant eux. Recherchés activement par l'Occident et le Vatican, ces objets vont accélérer les missions exploratrices dans le royaume et confirmer ce que les gens n'osent pas affirmer, que le Bantou de l'Afrique centrale constitue pour la plupart les Hébreux authentiques perdus de la maison d'Israël. On les appelle le peuple Bantou hébreu. Mais qui sont ces Bantous? Comment diable les Hébreux deviennent-ils Bantous et se retrouvent-ils en Afrique centrale et non au Moyen-Orient? Que s'est-il passé pour qu'ils arrivent là? Ou alors peut-être que les Hébreux n'ont jamais été des Blancs. La Bible alors, serait-elle une imposture dans ces cas? Et quels sont les objets sacrés et les vestiges culturels sacrés que Diego Cao, disons les Portugais, vont découvrir? La suite du parcours des Hébreux Congo vous dira davantage. Portez-vous bien et au revoir. Tozua ekumbeli biso ebele ya makambo nkama oya mukaba na mboka mabele etika bankoko banafrika bokeba tobo ya bonkoko tolandi bilandalanda toteka bomoto mpona mbongo bilamba na mituka tozua tokanga mapango basusu bakelelaka tobaluki tokomi tuna mbebango ya nani tokomi komwela losambo mpasi elekie tolobi tolingi yawe toyinikikelamu na ye bana afrika avenir ewapie bana mboka esengi toyokana bandeko toyokana likambo ekomi soni bana mboka mokili mobe